Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans la salle de l'Aubette et en live sur le site internet du forum et sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons pour une nouvelle table ronde sur l'IA et la créativité, quand les machines deviennent des artistes. Pour modérer cette table, je passe la parole à Aurélien Benwalid. Merci. Quand les machines deviennent des artistes, et quoi encore, j'ai envie de dire. C'est vrai que la première fois qu'il y a environ 1 an et demi, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai ouvert des grands yeux et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis après, j'ai découvert les logiciels qui permettaient également de générer des images. Et là, je me suis carrément abonné. Parce que je me suis dit, il faut explorer un petit peu cette nouvelle dimension qui s'offre à nous. Et je me suis imaginé qu'il n'y aurait plus d'artistes, qu'il n'y aurait plus besoin de créer. Peut-être même qu'on n'aurait plus le désir de créer tant tout était ou tout paraissait aussi facile. Évidemment, tout comme pour ChatGPT, le temps a fait son œuvre et parfois on se rend compte des limites, mais aussi des potentialités que l'intelligence artificielle nous offre en matière de créativité artistique. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'avènement, ou en tout cas les balbutiements de l'intelligence artificielle a suscité un certain nombre d'inquiétudes dans le domaine artistique. Alors, par exemple, on se souvient de la grève des scénaristes à Hollywood, qui avait peut-être aussi d'autres racines que simplement l'intelligence artificielle, mais en tout cas une véritable inquiétude sur le fait de pouvoir générer de manière automatique des scénarios. De la même manière, j'ai entendu là il n'y a pas longtemps que sur Amazon, ils avaient décidé de mettre en place une réglementation où ce serait interdit de déposer plus de 2 livres par auteur par jour. Ce qui vous laisse entendre la capacité de l'intelligence artificielle à générer des livres qui vont pouvoir ensuite être commercialisés. Se pose bien sûr la question du plagiat, du droit d'auteur. Alors peut-être on en reparlera de cette tribune qui a été écrite dans le New York Times Magazine, dans le New York Times, de Noam Chomsky qui évoque le caractère le plus grand plagiat de l'histoire de l'humanité, dit-il, en parlant de l'intelligence artificielle. On se pose la question quand on voit une image, quand on voit une photographie, quand on voit une peinture, de savoir si c'est une image qui existe véritablement ou si elle a été générée informatiquement. Donc est-ce que c'est un monstre froid, l'intelligence artificielle, ou alors est-ce que, au contraire, comme dirait Corinne de Bilbao, la présidente de Microsoft Bing, est-ce que c'est plutôt une muse qui va venir inspirer les artistes? Est-ce que c'est un ennemi ou au contraire un allié des artistes? Ce sont les questions qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Et je vais donc vous présenter les différents intervenants et peut-être on va commencer par donner la parole aux plus jeunes d'entre nous, puisque au Forum européen de bioéthique, on essaye de travailler aussi avec les lycées. Donc là, en l'occurrence, c'est le lycée Jean Monnet de Strasbourg qu'on remercie. Et en fait, c'est une classe qui a travaillé sur une des thématiques, et là, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle et la créativité. Et nous avons donc 2 représentants de cette classe, Tom Göpfer et Orpheus Bauer, que l'on remercie vivement et à qui on va laisser la parole pour nous évoquer quelques points. Alors, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Comme il a été dit, je m'appelle Tom, je suis là avec mon camarade Orpheus Bauer, nous sommes en classe de terminale au lycée Jean Monnet à Neudorf, c'est pas très loin. Je tiens déjà à vous souhaiter la bienvenue dans ce débat, un débat très important. Je vous rappelle le titre, l'intelligence artificielle et la créativité quand les machines deviennent des artistes. Sans doute l'avez-vous remarqué, nous vivons à une époque où l'innovation technologique transforme notre façon de vivre, de travailler et maintenant même de penser. Vous l'avez compris, lorsque je parle d'innovation technologique, je parle bien sûr de ces fameuses IA, les intelligences artificielles. Tout particulièrement, ces IA, elles ont fait des avancées remarquables ces derniers mois, repoussant les limites de ce que nous pensions possible jusque-là. Effectivement, l'intelligence artificielle, qui est le fruit d'années de recherche et de développement, semble aujourd'hui être la clé d'un nouveau monde, un monde rempli de technologies. L'hiver 2022 a été marqué par l'apparition de ChatGPT, une intelligence artificielle générative de texte gratuite et aujourd'hui connue de tous, capable de passer notamment l'examen du barreau, démontrant ainsi sa capacité à comprendre et à produire du contenu juridique de haute qualité.
L'intelligence artificielle générative est un type de système d'intelligence humaine simulé à l'aide de l'informatique. Elle est capable de générer du texte ou des images en réponse à une demande, et ce de manière autonome ou quasi autonome. Contrairement au système traditionnel, elle a la compétence de créer de nouvelles données qui ne sont pas nécessairement présentes dans ses bases de connaissances initiales, ouvrant ainsi la voie à des possibilités créatives et innovantes dans divers domaines. En partant de cette base, de nombreux autres types d'intelligence artificielle générative ont vu le jour, créant ainsi de nouvelles passions et éveillant de nouvelles inquiétudes. D'une part, ces nouveaux chatbots, comme ils s'appellent, séduisent et attirent la curiosité générale par leur capacité à générer des réponses construites et sensées à des questions diverses et variées. Tout cela, d'ailleurs, en un temps record, et comme dit, des questions très variées, tous les sujets sont concernés par ces IA. Mais d'autre part, l'émergence de ces intelligences artificielles génératives a suscité des préoccupations quant à leur impact sur diverses questions sociétales. Je pense notamment à celle de l'emploi, celle de l'éducation, celle de la vie privée et, en l'occurrence, celle de la nature, de la créativité de l'humain. En fin de compte, l'avenir de l'IA générative dépendra de la manière dont nous choisissons de l'utiliser et de la réglementation mise en place pour encadrer son développement et son utilisation. Alors aujourd'hui, nous souhaitons nous pencher sur plusieurs questions qui nous fascinent, en tant que lycéens du moins. Les machines peuvent-elles être créatives? Et qu'est-ce que la créativité? Comment la définir et la mesurer? Peuvent-elles produire des œuvres d'art sans conscience? Qui sont les auteurs des œuvres produites? Peut-on vraiment parler d'intelligence d'une machine? Ou encore, ont-elles vocation à remplacer l'humain dans l'art? D'un côté, l'intelligence artificielle, avec sa disposition à apprendre et à s'adapter, peut en effet être programmée, comme c'est le cas actuellement, pour être générative. Ces IA, vous l'avez sûrement vu, sont donc capables aujourd'hui de générer du texte, des images, de la musique, de la poésie, des livres, comme ça a été mentionné, et même des films entiers. Or, nous pensons que la créativité est en réalité intrinsèquement humaine. En effet, on pense que bien que l'IA puisse générer des œuvres d'art, elle est incapable d'estimer son travail, car elle reste avant tout une machine démunie de toute émotion. Car oui, dans les faits, les réponses apportées par ces machines à nos requêtes, aussi diverses soient-elles, ne sont en réalité que le fruit d'un calcul mathématique et algorithmique réalisé sur une vaste base de données. Ainsi, l'intelligence artificielle ne crée dans la pratique rien de nouveau, elle brasse et renvoie simplement des données déjà existantes. Ainsi, de notre point de vue de lycéens, nous sommes irrémédiablement voués à vivre avec ces nouvelles technologies qui proposent de révolutionner nos méthodes de travail et même toute notre organisation. Nous portons l'enthousiasme d'une génération d'espoir vivant à l'âge de l'IA qui demeurera sans doute la plus importante révolution de notre siècle, le XXIe. Nous portons la conviction que cette technologie sera un point d'appui majeur dans la révolution des sociétés contemporaines. Merci. Donc beaucoup de questions auxquelles il faudra s'atteler à répondre, ou en tout cas à esquisser des idées. Je tiens aussi à excuser Jean-Philippe Thiellet, président du Centre national de la musique, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il s'en excuse, il est souffrant, on lui souhaite un prompt rétablissement. Je vais laisser la parole à un acteur local qu'on voit de temps en temps, qui participe en tout cas à l'éclosion d'un certain nombre d'œuvres d'art qui vont venir ponctuer la ville notamment. C'est Jean-Hans Menel, qui est président de l'industrie magnifique. Et à ce titre, dans le cadre aussi de l'association entre artistes et entreprises, on avait envie d'avoir votre avis sur l'impact que ça peut avoir, quel que soit le caractère bénéfique ou mauvais, mais comment vous percevez l'avenir et qu'est-ce que vous envisagez par rapport à cette thématique? Je pense que la question de la technique
c'est une question qui se pose véritablement dans le champ philosophique à partir de l'invention de la photographie. Et quand la photographie a été inventée, on a pensé que ça tuerait la peinture. Et au lieu de tuer la peinture, ça a fait naître l'impressionnisme, le surréalisme, le dadaïsme, etc. Donc les révolutions technologiques, sont en fait des stimulateurs d'innovation et des simulateurs de transformation sociale. Donc en termes de créativité, le développement de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs fort mal nommée, intelligence artificielle, on a tout lieu de s'en réjouir, puisqu'au fond, ça augmente la capacité technique de création et ça diminue l'écart entre le professionnel et l'amateur. C'est-à-dire que grâce à la musique assistée par ordinateur, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit texte ou image, effectivement, quelqu'un qui n'a pas le background technique suffisant pour créer des images, écrire un texte, peut le faire. Donc, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle est une aide, un support, un accélérateur de création et de créativité. C'est évident, tout le monde peut en faire l'expérience. En revanche, ça reste, c'est pas magique, hein, c'est une combinatoire, quoi, l'intelligence artificielle. C'est en fait des données, la combinaison de données, et plus on nourrit la machine avec des données, plus la possibilité de combiner devient importante. Donc c'est très très mécanique. Alors là où on peut se poser la question, c'est effectivement, est-ce que la combinaison de données différentes permet des multiples combinaisons, donc augmente quantitativement les possibilités? Est-ce que la créativité, c'est ça? Ou est-ce que la créativité, c'est aussi quelque chose d'autre? C'est-à-dire, c'est pas simplement le fruit de combinaisons de différences ou de combinaisons de data. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un supplément d'âme? Ça, c'est une question métaphysique. En réalité, quand on regarde comment fonctionne la créativité, et là je peux prendre l'exemple avec l'industrie magnifique, c'est plus vous avez de différences, plus vous mettez en lien des gens qui sont différents, qui ont des visions du monde différentes, qui ont des approches différentes, que ce soit les artistes, les collectivités, les entreprises, plus vous réussissez à produire des choses qui n'existeraient pas si on ne mettait pas ensemble ces différences. Autrement dit, la conjugaison des différences permet la création. De la même façon d'ailleurs que l'opposition des différences aboutit à la destruction. Donc la notion de diversité est très intéressante dans l'IA, parce qu'on voit bien cette espèce de profusion de données. Et l'IA générative, c'est plus il y a de données, plus ça devient intelligent. C'est pas intelligent que ça devient, c'est que ça multiplie le nombre de combinaisons, donc le nombre de possibilités. Ce qui fait que, par exemple, effectivement, en termes de diagnostic médical, par exemple, une machine intelligente aura à un moment donné plus de possibilités d'établir le bon diagnostic que l'être humain, dont la capacité combinatoire est limitée. Mais c'est juste ça. Donc, techniquement, c'est très intéressant parce que ça fournit un accélérateur de compétences pour le créateur, quel que soit le niveau de ce créateur, qu'il soit amateur ou qu'il soit professionnel. Mais il est évident qu'un professionnel utilisera toujours mieux l'intelligence artificielle qu'un amateur. D'ailleurs, tout le monde peut faire cette expérience-là. La qualité de ce que ChatGPT vous renvoie dépend de la qualité de la manière dont vous interrogez ChatGPT. Donc, l'intelligence artificielle, elle n'est pas artificielle, elle est humaine. C'est l'humain qui pilote la machine. Ce n'est pas la machine qui pilote l'humain. La machine ne sortira jamais que ce que vous rentrerez dans la machine. Même si effectivement ce qu'elle est capable de vous sortir, c'est
des choses infiniment plus éloignées de ce que vous êtes capable, en tant que machine humaine, de produire. Donc ça, c'est un premier élément très important, c'est que c'est une vraie aide. Et encore une fois, tout dépend de qui se sert de la machine. La deuxième chose, qui est assez drôle, c'est qu'en France, on a une conception de l'artiste qui est très particulière dans le monde. C'est une conception qui, là aussi, émerge au 19e, dans le Paris bohème du 19e. Et c'est la conception de l'artiste à la française. Hein. C'est l'artiste un peu maudit, un peu existentiel, qui vit dans son atelier, qui souffre pour créer, etc. Donc ça, c'est très, très français. Vous allez ailleurs dans le monde, pratiquement partout, l'artiste, c'est d'abord un métier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui possède un art, c'est-à-dire un savoir-faire et un métier. Et on est bien moins romantique ailleurs. En France, on est très romantique. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'IA, et compte tenu de ce que je viens de dire précédemment, c'est que, au fond, est-ce que l'IA permettant de réduire finalement la différence entre un amateur et un professionnel, est-ce que quelque part, ça ne redonne pas par là même, et comme en contrepoint, une place à cette vision très romantique, très parisienne de l'artiste, c'est-à-dire la singularité, l'unicité de l'œuvre. Et effectivement, l'unicité de l'œuvre chez un artiste provient au fond de ce qui fait sa singularité, et généralement ce qui fait notre singularité, c'est notre fragilité. C'est-à-dire ce sont nos faiblesses, ce sont nos défauts. Plus vous cultivez vos défauts, et plus vous devenez singulier, et plus peut-être à un moment donné vous pouvez atteindre l'universel. Alors ça c'est très intéressant parce que on a là avec l'IA une espèce de révolution qui consisterait à dire bah, l'art c'est un peu moins de la technique, mais c'est un peu plus de l'humain. Et puis ce qui me rassure, si tant est qu'il faille être rassuré par rapport à des peurs qui ne sont jamais finalement que des fantasmes, c'est que l'intelligence artificielle et aucune machine ne fabriquera jamais une larme ni une crotte de nez. Amen. Ni une larme, ni une crotte de nez, je resterai sur cette citation à la postérité. Et nous ne manquerons pas de revenir probablement sur ces sujets sur lesquels moi-même j'aurai probablement des questions. Je vais maintenant laisser la parole à Aïda El Amrini, qui est philosophe de l'intelligence artificielle à l'ENS et donc qui réfléchit notamment à ces questions de créativité, de place de l'intelligence artificielle, et nous sommes ravis de vous accueillir et de vous entendre. Alors attendez, Anna. Je pense qu'il faut juste appuyer. Est-ce que... Ouais, là ce micro marche. Là c'est bon. Bon, j'ai 2 micros maintenant. On va faire avec un seul, ça ira. Voilà. Alors, donc en fait, plus précisément, en ce moment, je travaille sur un projet européen dans lequel on implémente un module de conscience artificielle, un chatbot, donc sur les technologies actuelles de traitement du langage naturel. Et j'interviens sur toute la partie éthique de ce projet. Donc au début, c'est vrai que comme je ne travaille pas particulièrement très précisément sur la question de la créativité au début, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis demandé un petit peu de quoi j'allais parler, et puis tout de suite, ça m'a rappelé, ça m'a ramené en fait 10 ans en arrière, quand je commençais à peine dans la recherche, et sur l'un de mes premiers projets, j'avais été amenée en fait à travailler sur la créativité scientifique, donc l'évaluation de la créativité scientifique. Et donc à l'époque, l'IA qu'on connaît aujourd'hui était à peine en train de démarrer.
Ça se mettait en place dans pas mal de laboratoires, mais c'était encore très nouveau. Il y avait encore beaucoup de travail à faire. Et donc, pour essayer de solutionner ce problème de l'évaluation de la créativité scientifique, mon directeur de recherche m'a orienté vers toute une littérature sur la créativité culinaire. En fait, pas mal d'auteurs s'étaient penchés sur la question de la modélisation de la créativité culinaire, donc comment arriver à produire de nouvelles recettes à partir de l'IA. Et donc, ils avaient tout plein d'outils pour ça, tout plein d'approches très très intéressantes. Mais déjà, on voyait que les critères n'allaient pas être les mêmes si on s'intéressait à l'évaluation de la créativité culinaire ou l'évaluation de la créativité scientifique. Et on ne parle même pas là de l'évaluation de la créativité artistique, qui est un tout autre domaine. Alors, pour en revenir à de la philosophie, ça nous amène en fait aux définitions même de qu'est-ce que la créativité, comment la comprendre, comment l'appréhender. Et à ce sujet, il y a vraiment une référence incontournable, c'est Margaret Boden qui a donc développé cette approche. Elle explique que, en fait, elle comprend la créativité comme s'inscrivant dans un cadre conceptuel. Donc on va avoir par exemple dans un cas le cadre conceptuel de la découverte scientifique ou de la découverte culinaire ou encore de la découverte artistique dans X domaines différents. Et on voit qu'à chaque fois c'est un champ conceptuel qui s'ouvre. Et ce qu'elle propose, c'est de distinguer 3 niveaux de créativité. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la créativité combinatoire. Donc, au sein de ce champ conceptuel, de ce cadre conceptuel, il y a certains points qui sont identifiés. Par exemple, certains goûts, certains ingrédients, ou bien certaines certitudes scientifiques. Et en combinant simplement les éléments qui existent déjà, on peut parvenir à obtenir de nouveaux points au sein de ce même espace, à identifier de nouveaux points au sein de ce même espace. Au-delà de ça, il y a ce qu'elle appelle la créativité exploratoire. La créativité exploratoire, elle consiste à identifier de nouvelles règles dans le cadre conceptuel afin de pouvoir identifier de nouveaux points. Donc à ce moment-là, on va un peu plus loin et on ne se contente pas simplement de combiner bêtement les éléments qui avaient déjà été identifiés. Il y a un effort supplémentaire, une impulsion supplémentaire qui permet vraiment de pousser l'innovation, la découverte plus loin. Et enfin, il y a ce qu'elle appelle la créativité transformationnelle, transformative. La créativité transformative, elle consiste à transformer le cadre dans lequel la découverte s'inscrit. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, en sciences qui nous intéresse beaucoup. Maintenant, au niveau de l'IA, il y a cette tendance, très souvent, on campe un petit peu sur des positions anthropocentriques et on a du mal à vouloir concéder des formes de créativité à l'IA, et notamment, il y a très souvent, on rencontre cette idée selon laquelle l'IA ne serait pas capable de créativité transformative. Et alors, techniquement, je suis désolée, mais faut en parler, c'est faux. L'IA est complètement capable de ce genre de choses. L'IA, elle progresse, elle ne fait pas que de la créativité combinatoire, elle fait bien plus que ça. Aujourd'hui, elle est déjà dans la créativité exploratoire au minimum, parce que
dans les réseaux de neurones qui ont des milliards et des milliards de paramètres, en fait, il y a de nouvelles règles qui sont calculées, de nouvelles règles qui permettent d'identifier des régularités entre les éléments qui existent dans l'espace conceptuel et qui n'avaient pas été identifiés auparavant et qui n'ont pas été programmés par les ingénieurs. La créativité transformative, elle arrive de plus en plus. C'est un nouveau paradigme qui est en train d'arriver, en fait, sur lequel on travaille en IA depuis au moins 10 ans, mais qui commence vraiment à se développer davantage. Google a encore publié de nouveaux résultats dans ce sens la semaine dernière. Ce paradigme, c'est ce qu'on appelle le meta-learning. C'est-à-dire que la machine, plutôt que de simplement effectuer son apprentissage profond, la machine peut apprendre à apprendre. Donc à partir de là, ça lui permet de repousser davantage les limites des éléments qu'elle identifie dans l'espace. Et au-delà de ça, il y a un autre aspect aussi de la créativité qui a à voir avec l'IA. Ça a plutôt à voir avec la notion d'agentivité. Et ça va nous ramener en fait au tout début de l'histoire de l'IA. Donc c'est un début d'ailleurs que j'aime souvent mentionner parce que ça nous ramène en fait à l'engin analytique qui est le premier ordinateur Turing complet à avoir été conçu, même s'il n'avait pas été fabriqué à l'époque. Donc cet engin a été construit au XIXe siècle et à l'époque Ada Lovelace, qui est donc la première programmeuse de l'histoire, avait étudié les capacités de cet engin et s'était vraiment posé la question de l'étendue de ses capacités analytiques. Et on garde d'elle une citation qui est très connue, dans laquelle elle exprime l'idée selon laquelle la machine, l'engin analytique du moins, ne peut jamais être à l'origine de quoi que ce soit, que c'est une machine qui se contente d'effectuer les opérations qu'on lui a ordonné d'effectuer. Et cette citation a été en fait inspiré un test de créativité de la machine qui a été nommé après elle, donc le Lovelace test. Et ce test propose en fait de considérer dans le résultat qui est produit, dans l'évaluation du résultat qui est produit par l'algorithme, la part qui a été déterminée par son programmeur. L'idée étant que qu'il y aurait une forme de libre arbitre qu'on pourrait mesurer dans la machine par rapport à la façon, en proportionnalité avec la façon dont elle se distancierait de l'intention qui a été mise par le programmeur. Et donc, dans ce sens-là, clairement, les algorithmes de deep learning, aujourd'hui, ils échappent complètement les intentions initiales. Hein. Ils apprennent par eux-mêmes, donc, ils passent le Lovelace test. Une chose qui est intéressante aussi sur ce test, c'est qu'il a soulevé la question de la conscience aussi. Parce qu'il est souvent amené comme... parce que, en fait, souvent, la question du libre arbitre est un peu confondue avec la question de la conscience. Mais bon, on ne va pas aller beaucoup plus en détail là-dedans, même si la conscience artificielle, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant très longtemps.
En revanche, on va quand même mentionner le fait que ça, c'est encore la dernière étape de la créativité. Si on veut vraiment l'observer à tous les niveaux, le dernier niveau, c'est de l'observer d'un point de vue subjectif. Et donc ça, c'est l'expérience phénoménale, l'expérience même de la créativité. Et ça, c'est sans doute le dernier endroit où, pour l'instant, la machine ne peut pas nous égaler. Voilà, et donc ça c'est pour le petit aperçu philosophique, pour poser un petit peu les définitions. J'aimerais bien aussi juste en profiter pour faire un bref état des lieux de certaines avancées technologiques, parce que il y a vraiment beaucoup de progrès en cours. Tout le monde n'est pas nécessairement au courant. Mais aujourd'hui, on assiste quand même à l'apparition d'outils absolument prodigieux qui permettent, par exemple, à des musiciens d'apposer en improvisation totale des lignes de basse, par exemple, ou bien de batterie sur les morceaux qu'ils sont en train de composer en temps réel. On assiste de plus en plus aussi donc, vous êtes sans doute familier de DALL-E qui permet de transformer du texte en image. On assiste de plus en plus à la génération de vidéos à partir de textes. Et donc, donc ça rejoint un peu ce qui a été dit avant, à savoir qu'on peut vraiment voir venir une explosion de nouveaux outils à la disposition de la créativité humaine. Et vraiment, je rejoins cette opinion selon laquelle ça va simplement nous permettre de trouver de nouvelles formes d'expression, de les pousser plus loin. Merci. Zaven, pareil, vous êtes artiste roboticien. Ça déjà, c'est quelque chose qui nous intrigue. Vous tirez aussi votre inspiration en allant voir ce qui se passe du côté du Japon, de l'Amérique du Sud. Vous voyagez à travers le monde et c'est effectivement probablement une source d'inspiration pour un artiste. Mais comment est-ce que effectivement vous utilisez peut-être l'intelligence artificielle ou le numérique ou le robotique dans votre activité? Merci d'avoir accepté notre invitation et on est très heureux de vous écouter. Merci pour votre invitation. Je suis très content de pouvoir participer à ce colloque. Juste une petite note pendant que je me souviens par rapport à l'intervention de ce matin sur l'intelligence artificielle et la mort. Si ça intéresse les gens, il y a une petite nouvelle de 1973 de Stanisław Lem, l'écrivain de science-fiction polonais, qui s'appelle Les Mémoires de Jon Tiki. Et dans ces Mémoires de Jon Tiki, il y a une nouvelle où il y a tout le résumé de la présentation de ce matin et c'est très synthétique et c'est très intéressant. Voilà, c'est juste une petite note. Je vous remercie d'être ici. Je suis un peu confus parce que j'aurais pas imaginé qu'on ferait autant la promotion d'un libre entrepreneur américain. Et puis, par ailleurs, je trouve ça bien qu'on ait l'aspect rafraîchissant des étudiants qui viennent nous restituer un texte de ChatGPT 3.5, non, c'est ça? Pardon. Et je voulais profiter de l'occasion aussi pour me lever à la mémoire de toutes les intelligences artificielles en voie d'extinction à cause de ChatGPT. Donc, je peux expliquer ça plus amplement. En fait, un artiste, ça sert à rien, mais souvent, ce qui sert à rien fait la différence avec Total. Moi, j'ai principalement travaillé dans des laboratoires de robotique japonais où j'ai mis en place une plateforme de recherche dramaturgique parce qu'il y a 15 ans, ce qui était l'intelligence artificielle n'était pas au niveau actuel. D'ailleurs, quand on a parlé, on a évoqué plusieurs fois le jeu d'échecs au cours de ces jours-ci. C'était un domaine de l'intelligence artificielle jusqu'aux années 70. Et puis maintenant, c'est du calcul optimisé. Donc, ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, ça ne sera pas du tout la même chose demain. Et donc, ce qu'il faut vraiment soulever, c'est qu'il y a des biais culturels. Vous avez cité que je travaille au Japon. Ce qu'on appelle intelligence artificielle et ce qu'on implémente dans les machines n'est pas la même chose, qui a le même nom ici qu'on implémente dans les machines.
Et donc, il y a 15 ans, on n'était pas à ce niveau de développement et on avait découvert, je travaille avec des androïdes, hein, des robots qui ont notre apparence, qui ont une peau. Et donc, le problème était le suivant, c'était... à ce moment-là, de la recherche en robotique, on disait bon, il suffit que l'intelligence, les dispositifs provoquent de l'empathie et ça suffit pour avoir une interaction sociale suffisamment satisfaisante. Or, tel n'est pas le cas parce qu'en général, quand il ne suffit pas d'avoir un beau sourire ou une apparence féminine ou d'avoir une voix agréable, il faut aussi que l'interlocuteur ait un minimum de libre arbitre, c'est-à-dire une simulation d'une certaine forme d'intelligence pour qu'on prolonge une interaction à long terme. Donc, moi, comme je viens du théâtre, je mets en scène des marionnettes électroniques initialement et l'idée a été d'implémenter des mouvements inconscients pour suggérer que ces robots avaient une conscience. Donc, comme on n'arrivait pas à relever le challenge de la conscience, à ce moment-là, on s'est dit, je suis devenu designer de mouvements inconscients qui sont des petits mouvements de 3 cm à 7 cm et de 3 à 7 secondes qui renforcent mon effet de présence. Alors c'est très curieux, on a beaucoup parlé que le langage était très important pour renforcer l'effet de conscience, l'effet d'intelligence, mais l'effet de présence est primordial justement pour la mise en scène d'une certaine intelligence et la plupart de nos dispositifs, avant même d'être intelligents ou de déployer leurs ressources de calcul, il faut qu'ils aient une manifestation d'effet de présence. Quand vous parlez avec un chatbot, on a des dispositifs de simulation actuellement où, quand on va vous vendre une assurance vie, par exemple, un chatbot suffisamment sophistiqué peut savoir votre battement cardiaque, votre respiration, votre complexité de vocabulaire, et vous parler en fonction de ça et simuler que vous avez affaire à un agent humain. Donc, en fait, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, dans le champ de la recherche, on travaille principalement encore sur des manières de mettre en scène, de dramatiser, c'est-à-dire de simuler ou de manipuler. Voilà. Donc, c'est ça à quoi ça sert à un artiste dans un laboratoire de robotique. Mais maintenant, j'ai remarqué que dans ces quelques discussions qu'on a eues, on parle finalement très peu d'éthique. Alors, ça me semble assez étrange et je pense qu'il faudrait peut-être plus sortir de ce colloque avec plus de questions que de réponses, et je crois que parmi ces questions, puisque les machines artificielles, paraît-il, ne peuvent pas énoncer de problématiques, mais quand même, de quelle société voulons-nous, de quels objets voulons-nous nous entourer, et quel type d'interaction souhaitons-nous avec ces objets. Et à partir justement de ces questionnements, eh bien, interroger nos pratiques, nos usages, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect diabolique, maléfique, inquiétante. D'ailleurs, on a une musique avant de parler, on dirait CSI Orlando, c'est terrorisant. Donc on se demande de quoi on va se parler dans ce colloque. On va peut-être parler du diable, mais avant de désigner l'algorithme, qui est juste un calcul, ou les fabricants d'algorithmes comme le diable, peut-être il faut interroger nos usages. Et je veux dire que dans toute la chaîne alimentaire de l'intelligence artificielle, on est absolument tous concernés, autant comme fabricants que consommateurs. Voilà. Je préfère privilégier un temps pour plus de questions parce qu'on a une journée assez intense, on a entendu beaucoup parler les gens, donc je suis tout à fait disposé à renvoyer la balle pour des questions. Je pense que de toute façon on laissera la part belle au public, mais je vais peut-être un peu vous relancer un petit peu tous sur cette question à propos de quelque chose que vous disiez avant, monsieur Jean Hensmenel. Finalement, est-ce que on est tous des artistes? C'est-à-dire que moi, j'avais gardé cette idée un peu vieux jeu, un peu réac, hein, ce que ne manquent pas de me dire mes enfants, d'ailleurs, assez régulièrement, que finalement, quand on veut composer un morceau de musique, il est de bon ton soit d'avoir un don, soit d'avoir beaucoup travaillé. Quand on veut faire de la peinture, bien, soit d'avoir un propos important, soit d'avoir un don, soit d'avoir beaucoup travaillé.
Il en va de même pour la littérature, pour la photographie, avoir un œil. Moi, je sais que je peux prendre un appareil photo, essayer de faire des jolies choses. Je suis toujours très déçu. Je pense que je n'ai pas l'œil, je ne capte pas la beauté de l'instant avec un appareil photo. J'en suis totalement démuni. Et quand je vous entends, ben voilà, on se pose la question. C'est vrai que c'est très accessible aujourd'hui. Tout le monde peut demander à son intelligence artificielle générative de faire de l'art un peu à notre place. Alors, je vais déjà poser la question aussi aux jeunes qui sont là, parce que finalement, ce que je dis, c'est vrai que c'est très à l'ancienne. Hein. Peut-être que pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'art soit consacré pour certaines personnes et pas pour d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que l'art et ces nouveaux chatbots nous permettent un peu d'essayer tout ce qui nous semblerait impossible, de parfois rédiger des textes qui nous semblent impensables, de réaliser des images qu'on ne pourrait absolument pas dessiner. Mais je trouve que cela relève surtout du fantasme et de la passion pour l'instant, plus que de l'utilité au quotidien. C'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous fascine, parce que c'est encore très récent, c'est encore tout nouveau. Mais ces IA qui nous permettent de créer de nouvelles choses ne sont pas encore peut-être complètement utiles à toutes les choses qu'on aimerait faire, à toutes les choses auxquelles on pense. Et puis il faudra aussi réussir à s'en servir correctement, parce que le fait de pouvoir utiliser une intelligence artificielle sans forcément savoir s'en servir, sans savoir quoi lui demander, au final, ça reste quelque chose d'inutile si on ne sait pas quoi lui demander exactement. Effectivement, est-ce que Jean Manel, vous voulez... Vous avez posé beaucoup de questions, hein, donc... Je vous laisse vous débrouiller maintenant. Oui, merci, c'est sympa. Moi, je crois que tout dépend de ce qu'on appelle artiste. Les mots ont un sens. Hein, donc, la question, c'est pas de savoir si on est tous des artistes. Potentiellement, oui. C'est-à-dire, potentiellement, tout le monde est capable de créer, de détruire, de rôter, de péter, de construire. D'accord ? On est capable de faire ça. On est des machines pas mal, quoi. Après, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, avec l'intelligence artificielle et avec les capacités techniques qui augmentent, les gens qui font de la musique, ou les gens qui font des arts plastiques, ou les gens qui écrivent, ne sont pas tous des artistes. Par contre, ils utilisent pas bien non plus l'intelligence artificielle. Donc je crois encore une fois que la technique n'est pas l'art. D'ailleurs, si le mot grec techné comprend, et le mot latin aussi, ars, hein, comprend les deux acceptions, c'est-à-dire l'art au sens un peu noble et puis l'art au sens un peu technique, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça dans la perception de l'artiste, dans la perception de qu'est-ce que c'est que créer une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, qu'est-ce que c'est que créer. Qui n'est pas simple à résoudre. Il y a cette question du supplément d'âme. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, parce que je l'ai pris en contrepoint comme une critique de ma position, mais vous avez raison, moi j'ai une position assez anthropomorphique. Et c'est très intéressant. Moi je pense vraiment que on est dans la combinatoire, quoi. Et là où l'intelligence artificielle est une intelligence comme l'intelligence humaine, c'est qu'effectivement c'est de la combinatoire. Moi, j'adorais quand j'étais petit le dictionnaire des analogies, le dictionnaire des synonymes, le dictionnaire de l'étymologie, etc. Parce que on s'aperçoit qu'on peut aller chercher des choses différentes, des mots différents, on les associe, ça crée un troisième mot, etc. etc. Et en fait, on fonctionne comme ça. L'accident créatif de la fameuse serendipity, hein, c'est bien l'accident c'est la pomme quand elle tombe sur la tête de Newton, elle fait naître la loi de l'attraction universelle. Si elle tombe sur ma tête, ça fera juste une bosse, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard, ce jaillissement accidentel? Est-ce que c'est le fruit du hasard, ou est-ce que c'est le hasard combiné alors après, à ce supplément d'âme? qu'est-ce que c'est que le hasard?
Je veux dire, on voit aujourd'hui que le hasard, enfin, quand on regarde les théories de physique quantique, par exemple, ou même avant, quand on étudie Carl Gustav Jung, les synchronicités, etc., on s'aperçoit, ou même Baudelaire, les correspondances, on s'aperçoit effectivement qu'on a une tradition ou une vision du monde qui n'est pas forcément la vision du monde scientifique, c'est-à-dire du principe de raison leibnizien, rien n'est sans raison, c'est-à-dire telle cause produit tel effet. Ça, c'est une vision du monde dans laquelle on est élevé, à l'école, on apprend ça et tout ça. L'autre vision, il y en a plein d'autres, l'autre vision du monde, c'est aussi cette vision du monde plutôt jungienne, qui semble effectivement confirmée maintenant par la physique quantique, des synchronicités, des correspondances. Et d'ailleurs, ça renvoie à une autre référence philosophique qui est Heidegger, quoi. C'est-à-dire que l'art, en fait, chez Heidegger, est considéré comme un mode de dévoilement de la vérité, comme peut l'être la religion ou comme peut l'être la science. Donc c'est une manière, l'art, qui nous permet de dire le monde d'une certaine façon. La science en est un autre, la religion en est un autre, etc. Pour revenir à votre question, est-ce qu'on est tous des artistes? Oui, je pense, enfin, dans le sens où on a un pouvoir de création et un pouvoir de se créer, de créer des relations avec les autres, des relations avec une machine qui peut nous rendre plus intelligents, et nous, on peut rendre la machine aussi plus intelligente. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et je pense que dans ce que je disais tout à l'heure, je pense précisément que l'IA permet effectivement de développer le potentiel, on va dire, créatif des gens. Mais c'est pas que l'IA, enfin, la musique assistée par ordinateur, tout d'un coup on a vu arriver des gens qui n'avaient jamais lu une ligne de solfège ou qui ne savaient pas jouer d'un instrument et devenir des stars mondiales de la musique électro. Donc oui, effectivement, ça permet vraiment d'innover et ça permet de développer des nouvelles pratiques. Et dans ce sens-là, effectivement, c'est une créativité transformatrice, transformative. Oui, c'est intéressant. La question que moi j'aurais envie de poser au-delà de ça, c'est est-ce que la créativité transformative, c'est-à-dire le fait finalement de pouvoir produire des règles, c'est pas toujours encore de la combinatoire? Alors, la créativité transformative, c'était celle qui fait changer le cadre, en fait. Voilà, donc qui fait évoluer le cadre. Faire évoluer les règles, c'est la créativité exploratoire. Pour faire évoluer le cadre, il faut avoir au moins compris les règles par rapport au cadre et pas seulement les règles à l'intérieur du cadre. Donc ça demande un effort supplémentaire. Ça ne peut pas être simplement combinatoire parce qu'à ce moment-là, ça ne s'inscrit plus justement dans le cadre. Donc il y a un saut qualitatif. Oui, il y a un saut qualitatif en effet. Après, sur la créativité des œuvres qu'on arrive à produire avec l'IA aujourd'hui, il faut aussi se rappeler que ce sont des technologies prédictives qui sont entraînées sur des ensembles de données produits par l'humain. Et donc d'une certaine façon, l'humain moyen, lorsqu'il essaye de produire une œuvre, quelle qu'elle soit, avec ces technologies, ce qu'il va parvenir à faire, c'est produire le résultat moyen de ce qui existe dans l'espace sur lequel la machine a été entraînée. Et du coup, il y aura une plus grande valeur artistique, créative, de la part de ceux qui sauront mieux se servir de ces technologies. Et ça, par contre, c'est vrai que de temps en temps, ça peut aussi passer par de la technique. Donc, notamment le fait de savoir transformer un petit peu ces modèles ou les affiner. Ça peut permettre de générer des œuvres, de nouvelles œuvres de façon très facile, mais des œuvres un peu sans précédent aujourd'hui. Donc ça ouvre aussi ces nouveaux champs pour laisser la créativité s'exprimer. Zaven, pareil?
Il y a peut-être un petit lapsus sur créativité et champ artistique. Je pense que... je suis un peu gêné avec l'humain moyen aussi. S'il vous plaît, je pense que c'est en termes de circulation de biens et d'appropriation qu'existe un champ artistique. Et c'est évident que la pratique amateur n'a rien à voir avec la pratique artistique et la production d'une œuvre artistique. Donc c'est des domaines de représentation qui ont pas forcément à voir, donc on fait facilement l'amalgame créativité et champ artistique, ça dépend qui produit quoi et comment que ces biens circulent ensuite. Il y a des choses effectivement tout à fait médiocres qui circulent, produites par des artistes, et des choses remarquables créées par des amateurs, mais en termes de circulation, ce qui va valider socialement, culturellement, c'est le type de circulation de cette production d'images, de textes, etc. Elle n'est pas validée dans l'absolu. Il y a vraiment une réalité d'existence de ces productions. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut peut-être penser, pas par rapport à la représentation de l'artiste du 19e siècle. Mais c'était pas tant dans la qualité élitiste de l'artiste que dans l'art qui répond à un besoin, ou la création artistique qui répond à un besoin intrinsèque de l'artiste. Est-ce que finalement tout un chacun a ce besoin-là, ou est-ce que si tout un chacun s'exprime par ce truchement-là, est-ce que c'est quelque chose qui va essaimer dans la société? Est-ce que ça a un intérêt? Ou est-ce que c'est le propre de l'artiste d'avoir un jaillissement et une création qui est liée à sa propre histoire, à son propre besoin de s'exprimer? Bon, si on parle des images, résumons, on parle d'un outil. On parle d'un Photoshop très élaboré. Quand vous êtes sur Photoshop, vous allez chercher des outils et puis vous retravaillez une image. Ça, effectivement, dans votre présentation, vous dites qu'il y a le facteur temps qui est plus rapide et qui donne l'illusion d'un potentiel créatif. Mais ça reste qu'un outil. Pareil, le traitement de texte. Donc, on n'a parlé que de ça ces jours-ci. C'est juste un outil qui se présente à nous, et comme tout autre outil, il y a un moment de rupture ou d'assimilation, et puis on est dans ce moment très intéressant. Quand je disais que je faisais la remarque qui paraissait anecdotique tout à l'heure, que ChatGPT avait tué beaucoup d'intelligence artificielle, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ça a été très vite, c'est 1 an et demi. Et il y avait des choses beaucoup plus intéressantes en termes d'intelligence artificielle qui ont été produites auparavant. Il faudrait replacer dans le temps. J'invite, vous allez sur les archives d'Internet, il y a le test de Turing depuis les débuts des années 90, avec toutes les années les résultats des chatbots du test de Turing. Ça s'appelle le Loebner Prize. Et sur le Loebner Prize, vous avez toutes les conversations avec les chatbots sur les 30 dernières années. Vous rencontrerez un chatbot qui s'appelle Alice, notamment en 2000 et 2001, qui a gagné le concours, qui était beaucoup plus intéressant que ChatGPT. Bon, et ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est l'évolution de notre pratique. Par exemple, ChatGPT, je le vois comme un partenaire. Chatbot, c'est vraiment un robot partenaire. Et on le voit plus comme un traitement de texte. Si vous traitez ChatGPT comme un partenaire de travail, vous allez voir, il a un comportement complet. Vous allez voir un rapport complètement différent et pratiquement émotionnel avec ChatGPT. Donc c'est tout ce dont on parle, ce n'est que en termes de projection individuelle, que chacun d'entre nous s'approprie chacun de ces outils de manière différente. Et je pense que c'est plus une question de rapport individuel à ces outils, de préparation individuelle à chacun de ces outils, savoir écrire un prompt et tout ça, plus qu'une question sociétale, vague. Voilà. Merci. Peut-être aussi vous faire réagir avant de passer la parole au public, sur la charge qui a eu lieu un petit peu par rapport à l'IA générative, notamment de tentatives de plagiat, et donc finalement aussi de questions de droit d'auteur, de tout ce que cela, de toute l'inquiétude que ça peut susciter, pas parce qu'on met une musique inquiétante qui est la même musique depuis le début du Forum européen de bioéthique, que parce que ce sont des sujets qui sont prenants, parce que les gens font des grèves, parce que les gens s'en inquiètent. Alors évidemment, on attend que cela enjolive le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir ou pas? Mais pour l'instant, moi je suis très intéressé par
ces modèles d'intelligence artificielle qui effectivement ont une forme de créativité. Est-ce que c'est vraiment ex nihilo? Je ne pense pas, mais est-ce que la créativité humaine est ex nihilo non plus? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les modèles existants aujourd'hui, avec lesquels on peut s'amuser et parfois travailler, sont quand même des modèles plutôt génératifs qui vont nous donner une réponse statistique, c'est-à-dire c'est autant que ce soit sur le plan du texte, que sur le plan de l'image, que sur le plan de la vidéo, que sur le plan des lignes mélodiques, ça va nous donner ce qu'on attend. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de l'artiste non plus, que de nous donner exactement ce qu'on attend. Et finalement, ça va emprunter aussi des éléments déjà existants. On posait la question, ben voilà, moi j'utilisais beaucoup DALL-E aussi pour générer des images. Ces images, si on les compare pixel à pixel, elles ne correspondent pas à une image déjà existante. Donc il n'y a pas de droit d'auteur à proprement parler puisque ça n'est pas emprunté. Mais dans le style du dessin, dans le style de la photo, bien sûr que les inspirations sont complètement humaines. Elles correspondent à des gens qui avaient soit un talent, une envie, un besoin, un don, ce que vous voulez, mais qui ont travaillé et qui aujourd'hui sont utilisés comme une base de données avec une modification algorithmique qui permet de ne pas être reconnu comme étant un plagiat. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution-là? Est-ce que c'est une inquiétude qui est vaine? Au contraire, est-ce que c'est une inquiétude qui correspond à quelque chose? Alors, il y a beaucoup de choses, à dire. Déjà, oui, donc effectivement, ces modèles sont entraînés sur des données existantes. Du coup, c'est dans une certaine mesure, c'est effectivement du plagiat et ça pose énormément de problèmes. Ça nous amène à réfléchir un petit peu nos cadres juridiques. Donc, pour ma part, je ne suis pas du tout experte dans ce domaine, mais c'est vrai que ça pose de gros problèmes en matière de copyright. Après, toutes les industries ne sont pas développées de la même façon pour répondre à ce genre de problème. Par exemple, l'industrie musicale, elle a déjà un bon système mis en place pour protéger les artistes. Et donc, par exemple, ça limite l'entraînement de modèles sur des œuvres existantes, tandis qu'on sait bien que ChatGPT, par exemple, a été entraîné sur de nombreux ouvrages qui sont encore protégés par le droit d'auteur. Et donc, ça, effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas le gérer. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que nous, en Europe, on travaille sur le AI Act. Et on espère qu'on va pouvoir apporter des éléments de réponse à ce genre de problème. Et effectivement, il y a une dimension qui est un petit peu incontrôlable. Et dans tous les cas, ça nous rappelle que c'est effectivement en train de changer, de bouleverser un peu tout l'équilibre social. Donc il y a une dimension sociale aussi dans la valeur artistique d'ailleurs, et en fait c'est toute la chaîne des interactions sociales qui est en train d'être bouleversée par l'arrivée de l'IA. Ce bouleversement est encore en cours, hein, donc c'est pas fini. Donc nous sommes actuellement dans une période d'instabilité où beaucoup de changements arrivent en même temps, et nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'adapter au mieux, mais je pense que c'est impossible à l'heure actuelle d'apporter une réponse finie à ce genre de problème. Zaven Paré, vous avez ostensiblement fait non de la tête à la question du plagiat. Oui, je pense que toute l'histoire de l'art repose justement, comme vous l'avez souligné, sur une combinatoire, c'est-à-dire que l'histoire de l'art, ce ne sont pas des influences, mais des systèmes d'appropriation. Et donc là, nous avons un outil qui permet de s'approprier différemment des choses préexistantes, et ça n'a rien à voir avec le plagiat. Même copier-coller n'est pas copier en matière de production artistique et encore moins en termes de créativité. Faut faire attention. En plus, on confond depuis le début 3 termes: authorship, le droit d'auteur, la notion de propriété et la possession. Donc là, c'est savoir définir
ou qui est propriétaire de quoi, donc qui peut revendiquer l'authorship. Donc c'est très compliqué. Là, on parle de banque de données, d'images, etc. Et puis après, posséder, si après on capitalise sur la propriété d'autrui, ça devient autre chose si ça n'est pas traité en termes juridiques. C'est des questions très compliquées, le droit d'auteur. C'est vrai qu'on en est qu'au balbutiement, mais bon, il y a pas... C'est juste un modèle d'appropriation d'un art combinatoire, c'est tout. Jean-Hans Menel. En fait, récemment, on a inventé les NFT. Donc c'est l'art... les NFT. Et les NFT sont un système qui permet... qui est un système de droit, enfin de protection, quoi, de copyright. Donc certainement que ce type de technologie pourra utilement être développé, adapté, etc., pour répondre aux problématiques qui peuvent se poser dans le cas des reproductions générées par l'IA. En revanche, je suis d'accord avec monsieur sur le fait que toute l'histoire de l'art, et toute l'histoire en général, hein, pas que de l'art, est une histoire effectivement de combinaison, de reprise. Il y a même des expositions célèbres, Picasso et ses maîtres, enfin assez récemment, il y a quelques années, enfin à l'Hôtel Salé. Effectivement, on voit toute l'influence. Alors, est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est de la copie? Est-ce que quand on copie vraiment, ou est-ce qu'on copie en déformant? C'est-à-dire parce qu'on a des procédés quand même de distorsion, de généralisation, de sélection. Est-ce qu'on copie bien? Et là, on revient à la question initiale qui était l'introduction de mon propos. C'est la question de la reproductibilité de l'œuvre d'art, la question de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. Hein, c'est un ouvrage de Walter Benjamin, 1913. La question aujourd'hui de l'IA n'est pas une question de nature différente de la question de la photographie il y a 100 ans. C'est la même question. Et c'est la question de la reproductibilité technique, c'est la question de la techné. Je renvoie à Heidegger, je renvoie à des penseurs fondamentaux. On n'est pas dans de l'extraordinaire, on est dans l'accélération. Mais c'est la même problématique qui se pose depuis le début, la fin du XIXe siècle et le début du XXe. On est dans des périodes extrêmement longues, avec des accélérations très brutales. Vos générations... finalement, vous êtes nés, c'est la petite poussette hein, de Michel Serres. Bon, voilà, donc y a, quand on repense que Exchange, les messageries, c'est arrivé en France en 1996-97, quand on pense qu'avant 2008, les réseaux sociaux, tout ça, ça n'existait pas, maintenant c'est l'IA. Bon. Mais ce n'est pas d'une nature différente. On est dans la question de la technique, question... qui se pose vraiment avec ce basculement qui est très fin du 19e, quoi. Et qui est lié à l'art et qui est lié à la technique. Merci. Nous allons maintenant écouter le public pour les questions. Bonjour, j'ai entendu parler de technique, de science, etc. Mais moi, il me semble que la création d'un artiste démarre d'abord dans l'émotion, dans le désir, dans la frustration et tout ce genre de choses. Est-ce qu'on peut parler de ces notions par rapport à l'IA? Peut-être laisser la philosophe s'exprimer. Alors ça renvoie un peu à la notion d'expérience phénoménale. Donc c'est la qualité de l'expérience qui est vécue. Donc on va ressentir une émotion ou une impulsion créatrice. Ça, ce sont des choses que nous, en tant qu'humains, on va ressentir. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est aujourd'hui, c'est vraiment une limite sûre entre nous et la machine. En revanche, ce qu'on fait de plus en plus, ce sont des équivalents, développer des équivalents fonctionnels de ces comportements humains.
Pardon, oui, bonjour. Vous avez posé la question de l'IA Act. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et à l'heure actuelle, donc il y a un an, rajouté ChatGPT, les LLM d'une manière générale, dans la liste des IA à haut risque. Et il y a été ajouté une notion de watermarking, donc d'étiquetage de tout ce qui est généré par une IA générative. Donc ça me semblait être un point important à souligner, à rappeler. Et hier, Meta a annoncé la même chose, qu'ils allaient aller sur la voie du watermarking. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les droits d'auteur. Moi, la réflexion que je faisais, et je regrette beaucoup votre musicologue, parce que sur la musique, on sait que tous les compositeurs se sont inspirés les uns des autres. Mozart s'est inspiré de Haydn et Beethoven et vice-versa. On retrouve des lignes mélodiques qui sont presque des plagiats. C'était votre commentaire tout à l'heure. Comment fait-on, en fait, en tant qu'artiste, pour protéger son œuvre, protéger son ego, protéger sa créativité, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans la sérigraphie d'Andy Warhol? En musique, on compte les mesures. C'est-à-dire, je crois que le plagiat, c'est à partir de 5 mesures, je crois, ou 3. Voilà. Zaven, pareil? Ah non, il faut avoir vachement d'ego pour penser pour être anxieux par rapport au plagiat, quoi. Enfin, tant mieux si on est plagié, si on est copié, ça veut dire qu'on a du succès. Voilà, c'est complètement, même économiquement, c'est l'inverse. L'histoire de l'art s'arrêtait jusqu'à il y a peu de temps au calendrier des postes, parce que tout le monde avait un Van Gogh sur son frigidaire. Donc, Van Gogh était dans toutes les maisons, donc c'est grâce à la multiplication, à la reproductibilité, etc. Donc, non, moi, je suis contre le droit d'auteur et bon... c'est très compliqué, hein, parce qu'on parle de copyright, de droit d'auteur, on parle de NFT. Le NFT n'a rien à voir avec le copyright, par exemple. C'est la blockchain, ça n'est pas le même type de législation et ça ne correspond à rien. Donc on est dans un moment vraiment de pulvérisation du statut d'autorship et ça, c'est passionnant. Mais c'est passionnant, ce qui l'intéresse, c'est que ça explose à la fin, quoi. Juste pour ceux qui nous écoutent, l'étiquetage, c'est le fait de mettre quelques pixels invisibles à l'œil nu et qui permettent de déterminer qu'une image est générée par intelligence artificielle. Mais peut-être, enfin, je voulais juste réagir aux deux questions des deux dames, parce qu'elles me paraissent liées. Quand on parle de copyright, de droit d'auteur, tout ça, on est dans la dimension économique d'une production artistique. L'art, en fait, en tant que tel, n'a rien à voir avec l'économie. C'est-à-dire que la production artistique, la production d'une œuvre, la création d'une œuvre, l'itinéraire d'un artiste, ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est quand on le déplace et qu'on le met dans le monde marchand, alors ça obéit à d'autres codes. Mais ce sont des faux problèmes. Mais il n'y a pas que l'aspect économique. L'artiste va mettre quelque chose de sa personne, il n'a pas forcément envie qu'on lui prenne. Non, ça n'a rien à voir. Là, je suis d'accord, on s'en fout du plagiat. Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette notion de propriété? À partir du moment où il y a une notion de propriété, effectivement, il y a une question économique. Mais en soi, la création de l'œuvre, le fait de... le fait de produire une œuvre, c'est ça qui est important. Et après, c'est dans la reconnaissance, c'est-à-dire l'œuvre, finalement, c'est un médiateur qui est un créateur de relations. Si vous prenez la démarche artistique, je pense que la démarche artistique est l'exact opposé de la démarche marketing. Dans la démarche marketing, vous allez de l'universel au particulier. C'est-à-dire que vous prenez un marché, vous examinez les besoins et ensuite vous segmentez. Et pour chaque segment ou chaque besoin, vous allez créer un produit, une gamme de produits, une marque, etc. qui répond. Donc vous allez de l'universel au particulier. Dans le cas de la démarche artistique, c'est l'inverse. Vous creusez votre singularité. Vous allez du singulier à l'universel. Et plus effectivement l'artiste est singulier, plus il est particulier, plus il est unique. On parlait de Van Gogh, de Bosch, voilà. Ils sont inimitables. C'est-à-dire qu'ils ont leur style. Le style, c'est l'homme, quoi. Et le style, c'est l'artiste. Donc cet artiste-là, une fois qu'il a mis sa signature,
On va dire, mais tu dessines comme Chagall, ou tu dessines comme, mais tu n'es pas Chagall. Donc la problématique de la copie n'a pas beaucoup de sens. À partir du moment où la démarche artistique est une vraie démarche artistique, c'est-à-dire qui creuse sa singularité. Et là, ça rejoint votre question, est-ce que nous sommes tous des artistes? Oui, potentiellement, nous sommes tous des artistes parce que nous sommes tous absolument uniques. On a une démarche unique, on a des empreintes uniques, on a une manière de parler unique. Donc oui, nous sommes tous des artistes. Oui, nous avons une singularité qui peut, effectivement, mais à condition de la travailler par la compétence, par le développement du savoir-faire, par le développement du savoir, ce qu'on appelle la culture. Effectivement, si vous voulez, les gens qui vous disent « moi, à mon avis, je pense que », suivi d'une banalité intersidérale, hein, ce qui est souvent le cas, bah, c'est juste un manque de culture. C'est-à-dire il faut peut-être faire l'effort d'aller lire 2500 ans de philosophie, d'aller voir X milliers d'années de peinture, d'aller écouter de la musique, etc. et de se former l'oreille, le cœur, la tête, pour peut-être, après, lorsqu'on dit « à mon avis, je pense que », avoir une opinion digne d'intérêt. Je voulais vous demander si vous pouvez imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle puisse pénétrer un champ artistique qui n'a pas du tout été abordé, c'est la danse. La créativité corporelle me semble déjà dans un champ au niveau des stades de la créativité que vous avez déterminé, madame. Il me semble que la créativité corporelle est bien au-delà de tout ça et elle me semble être quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais pénétrer, de mon point de vue, tellement au-delà de la motricité, il y a l'influence, le jeu, l'interaction, de l'émotion, de la sensibilité, des sensations, de la respiration, et de la perception de l'espace, du temps. Est-ce qu'il y aura un jour une place pour l'intelligence artificielle dans ce champ-là? Alors, qui veut s'exprimer sur la danse? D'un point de vue technique, la modélisation des mouvements du corps humain, c'est faisable. C'est vrai que jusque-là, ça a été un gros défi technologique parce que ça implique des calculs très compliqués. Ça a pas mal freiné d'ailleurs des développements en robotique, mais oui, on développe de plus en plus des modèles qui automatiquement génèrent du mouvement sur toutes sortes de structures physiques. Après, la finesse des émotions, toute cette dimension-là, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on travaille, enfin, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on a vraiment des avancées établies aujourd'hui. Mais comme je le disais plus tôt, en fait, ce sont quand même des choses qui se mesurent, qui ont de toute façon, qui sont étendues dans l'espace et qui sont donc quantifiables. Concernant la danse, il y a plusieurs développements, notamment le programme Isadora au début des années 2000, qui sont des programmes d'interface pour mesurer les gestes des danseurs et les reproduire dans des avatars. Par ailleurs, plusieurs plateformes au Japon sont développées, notamment HRP3, HRP4, qui sont des robots anthropomorphiques pour la conservation de mouvements traditionnels de chorégraphie japonaise qui sont en voie de disparition, puisqu'il y a ce projet réellement de préserver le patrimoine immatériel dans ce pays qui est
qui est très fort, qui est une véritable volonté culturelle et politique. Et puis vous avez, par exemple, si vous allez sur Internet, vous verrez de très belles chorégraphies, comme par exemple le défilé automne-hiver de Alexander McQueen en 1999, où il y a une très belle chorégraphie d'un robot industriel. Et plus récemment, le travail de William Forsythe avec une chorégraphie faite pour Drapeau Noir d'un duo en simultané, et qui d'une extrême finesse, d'une extrême intensité émotionnelle, et je vous invite à aller les voir, et peut-être vous reviendrez sur cet a priori, et les machines peuvent tout à fait imiter, non pas l'homme, mais en tout cas la fragilité, la vulnérabilité et une sensibilité liée aux imperfections du mouvement et liée à la panne à laquelle nous-mêmes, humains, nous sommes sujets. Bonjour. Oui, si je peux me permettre. Pour ajouter, je vous invite aussi à aller voir le travail d'Annabelle Bonnery, qui est directrice du Ballet National de Norvège à Bergen, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et sur les nouvelles technologies liées à la danse. Annabelle Bonnery. Bonjour. J'avais une question sur la vision de l'art dans nos sociétés. Que pouvons-nous penser d'une abondance grâce à l'IA d'art qui, comme vous le disiez auparavant, serait la moyenne d'œuvres existantes pour l'œil du grand public, si l'on part du principe que l'art se veut également provoquer une sensation, une émotion, une réponse dans l'œil de celui qui le regarde, comment évoluera cette vision que nous avons de l'art aujourd'hui? Se précisera-t-elle? Nous abandonnerons-nous à une forme d'élitisme artistique absolu pour nous différencier de l'IA? Alors, qui se lance? Aïda El Amrani, question assez vaste. Non, je ne me vois pas prédire avec une grande précision l'évolution de l'art avec l'IA. C'est déjà compliqué d'arriver à prédire même l'état de l'IA dans 10 ans, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça a des répercussions en ce moment sur tous les niveaux, ça va très vite. Mais en tout cas, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, c'est que ça nous permet au moins de découvrir, d'explorer de nouvelles formes d'expression. Une question dans la salle. Oui, bonjour. Je vais enfoncer le clou, je vais encore parler d'émotion. Parce que pour moi, parler de création artistique sans émotion, ça n'a vraiment aucun intérêt. L'intérêt, il vient de l'artiste qui a une démarche singulière et qui exprime quelque chose. Et vous, en tant que spectateur, vous allez ressentir quelque chose. Pas forcément la même chose que l'artiste a voulu y mettre, d'ailleurs. Ça n'importe pas beaucoup, ça. Sauf dans la musique, où quand Schubert dit quelque chose dans sa musique, vous pouvez le ressentir de façon assez proche, parce que c'est assez clair, je dirais. La mélancolie, la tristesse. Et Schubert, je vous rappellerai, n'était pas un artiste parisien. Il a eu une vie difficile. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'intelligence artificielle pourra un jour provoquer chez nous, chez moi, je suis peut-être trop vieux pour ça, parce que je suis trop formaté, mais de l'émotion artistique. Quand je regarde un musée, moi quand je vais dans un musée, comment je fais? Je vois tout à toute vitesse, et ensuite je reviens sur les œuvres qui m'ont accroché. Et je me demande pourquoi. Et ça, je ne sais pas si peut-être que oui, je ne sais pas, peut-être que l'intelligence artificielle arrivera à faire autre chose que de belles images, de belles sculptures, des choses qui me touchent. Mais je ne sais pas ça. C'est la question que je me pose. C'est la question de la crotte de nez. Encore et toujours. Voilà. La crotte de nez, pour ceux qui n'ont pas... Ou de l'alarme. Enfin, ou l'alarme. Joli. Je pense peut-être là où il y a aussi une petite erreur entre nous de communication, c'est sur
l'IA utilisée par l'artiste. Je crois que c'est ça qui est important de remettre en perspective. Je ne pense pas qu'il va y avoir un musée où vont être exposées des œuvres inédites de DALL-I. Voilà, mais effectivement, à partir du moment où l'artiste va utiliser comme matériel eh bien, un logiciel, un algorithme, ben là, à ce moment-là, c'est plus vraiment une œuvre d'un logiciel, c'est l'œuvre d'un artiste. Enfin, moi, il me semble que lorsqu'on parle d'AI, on a une sorte de présupposé qui est le fantasme de la machine qui dominerait l'homme et qui fonctionnerait toute seule. Et ce fantasme-là, réel ou pas, nul ne sait, mais il détermine beaucoup notre rapport à l'AI. Si, comme moi en tout cas, on considère que c'est de la combinatoire, même très sophistiquée, qui peut changer les règles ou transformer les cadres, vous voyez, j'ai bien retenu, le problème est réglé. Moi, je pense que c'est pas plus grave que la photographie. Voilà. Donc la photographie, on pensait que ça tuerait la peinture, et on doutait vraiment à l'époque que la photographie puisse devenir un art. Bon, aujourd'hui, la photographie est un art, il y a eu plein de courants artistiques, ça n'a pas tué la peinture, comme la radio n'a pas tué, la télé n'a pas tué la radio, etc. etc. Donc c'est des évolutions technologiques, et effectivement, après tout dépend qui s'en sert. Effectivement, si c'est quelqu'un de cultivé et quelqu'un d'expert, il s'en servira sans doute mieux que quelqu'un qui est inculte et sans talent. Zaven Paré, vous vouliez rajouter? Je concorde tout à fait avec vous, monsieur, parce que quand même, l'intelligence artificielle est en train de devenir très ennuyeuse depuis 3 ou 4 mois. C'est-à-dire que les images sont de plus en plus banales, elles sont de plus en plus parfaites, donc elles sont aussi médiocres que les images que l'homme est capable de produire. Pendant 1 an et demi, on a eu l'illusion d'une production artistique parce que justement, il y avait des images qui sortaient un peu foutraques, qui étaient un peu dégoulinantes, qui étaient un peu floues sur les bords. Et là, on voyait effectivement ce qu'on assimile à une sensibilité artistique, à une vulnérabilité, au repentir, au pentimento, à toutes les imperfections qu'on connaît dans l'histoire de l'art et de la peinture notamment. Et donc là, on avait cette illusion. Mais je tiens à vous rassurer, on va tomber dans une plate banalité égale à celle de l'homme. Et effectivement, très peu d'artistes qui utiliseront ces outils se distingueront parce que, en fait, ce qu'il faut maîtriser pour maîtriser ces outils-là, il faut maîtriser le langage. Et parce qu'il faut savoir écrire un prompt. Et un prompt, si vous l'écrivez par exemple en anglais ou en français, ça sera très différent sur ces outils. Et donc vous voyez des différences d'adaptation des outils à différentes cultures, et vous produisez, d'un prompt à l'autre, vous ne produisez pas du tout la même image. Donc, moi, par exemple, je me prête tous les jours, je mets un haïku pour voir quelle image ça donne. Un haïku, c'est compliqué, mais ça nous parle en termes de langage. Une intelligence artificielle est incapable d'assimiler une organisation poétique du langage. Donc, vous voyez qu'il y a bien des limites quant à la vocation artistique de l'outil. Et voilà, rassurons-nous, ça va très bien se passer, docteur. Aïda Lamrani. Donc, je voulais rebondir sur le cas hypothétique d'un musée rempli d'œuvres générées par Dali. Dans ce cas hypothétique, il ne faut pas oublier que Dali n'aurait pas été à l'origine de la création du musée. Donc ça aurait été des humains qui auraient eu cette démarche et donc qui auraient eu sans doute le souhait de générer une réaction émotionnelle chez vous. Après, la réaction émotionnelle de tout un chacun va varier et aujourd'hui, on sait que pas mal de personnes peuvent développer un attachement émotionnel à des technologies. Ça, c'est encore autre chose.
Avant de conclure, la dernière question pour Maud. Oui, un petit peu pour revenir sur les tables rondes précédentes, parce que ça me donne un petit peu l'impression que lors de chaque table ronde, on questionne finalement quelque chose qui est déjà très présent même avant l'avènement de l'IA. Ici, par exemple, on est en train de se dire que finalement, et comme à chaque table ronde, l'IA est un outil. C'est un outil certes, mais quand même un outil qui va permettre d'être peintre alors qu'on ne sait pas peindre, d'être compositeur alors qu'on ne connaît pas une note de solfège. Donc c'est un petit peu particulier certes, mais en réalité ça existait déjà. L'art contemporain, moi quand je vois un point au milieu d'une toile blanche, ça peut provoquer des émotions certainement, il y a un artiste derrière avec une idée, avec une théorie, mais en attendant c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de produire de la peinture techniquement très aboutie. Donc ici, on se pose quand même la question de est-ce que ce ne serait pas finalement l'évolution de l'art contemporain avec l'intelligence artificielle comme outil? C'est une première question. Et deuxième question, mais c'est aussi finalement la personne qui observe qui va créer l'œuvre, parce que c'est le ressenti de la personne, l'émotion de la personne. Donc finalement, je ne vais pas dire peu importe l'artiste, mais si l'image est créée par Dali, mais qu'elle est imparfaite et que du coup elle génère une émotion, eh bien c'est celui qui reçoit cette œuvre, qui l'observe et qui a une émotion, qui va finalement créer l'œuvre d'art aussi. Est-ce que quelqu'un... Oui. L'idée de penser que l'art contemporain, c'est de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'effectivement, ce qui se passe avec l'art contemporain, c'est qu'à partir de Duchamp et son fameux urinoir, c'est-à-dire c'est un peu l'acte fondateur, on passe à un art qui est un art qui n'est plus un art de représentation, ou alors de représentation théâtrale, c'est-à-dire c'est un art de performance, un art assez conceptuel. Donc effectivement, il y a quelque chose là de l'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire par rapport à une représentation, à quelque chose de plus classique dans l'histoire de l'art. Ça c'est une chose. Et votre deuxième question, c'était... Je ne sais plus ce que c'était. C'était sur finalement l'observateur de l'œuvre d'art et l'émotion qu'il ressent et finalement qui n'est peut-être pas celle qui était, comme le disait précédemment quelqu'un dans le public, celle qui avait été mise dans l'œuvre par le créateur. Mais enfin, là aussi, on parle beaucoup d'émotion et tout ça, ça fait bien partie de notre culture très société du spectacle, vous voyez. La question de l'art n'est pas pour moi la question de l'émotion. La question de l'art, pour moi, est la question du dévoilement de la vérité. C'est la question de la production de la production de la singularité. C'est la question de la création de l'œuvre. C'est même une question qui est plus fondamentale et qu'on peut ramener à Aristote. Chez Aristote, il y a deux on va dire, choses fondamentales. Il y a le fait de se nourrir, c'est-à-dire de survivre, hein, ou de vivre, et le fait de se reproduire. Et dans le mécanisme de reproduction, la reproduction peut aussi être la production artistique. C'est le désir de créer. Et ça, tout homme a ça. Donc la question de l'art n'est pas la question du spectateur. La question de l'art est la question du producteur. Et la question du producteur, c'est-à-dire de quelque chose qui s'exprime. Et pourquoi est-ce qu'on s'exprime? Pourquoi est-ce qu'on produit? Donc celle-là, cette question-là est une question éternelle, hein, qui traverse l'histoire de l'art. On va laisser le mot de la fin à Tom et Orpheus pour nous dire un petit peu s'ils ont une réaction par rapport à ce qui a été dit. On dit parfois que c'est celui qui paye qui commande la musique. Je pense qu'avec les IA génératives, c'est ça. C'est-à-dire que nous demandons à l'IA de générer quelque chose et elle le fait. C'est nous qui décidons. Et elle le fait comment? Elle le fait. Qui c'est qui paye? Ce sont nous les humains, parce que c'est nous qui l'alimentons constamment via l'entretien d'Internet. Et je pense que on s'est demandé tout à l'heure pour les copyrights et tout ce domaine juridique. Je pense personnellement que l'émergence de ces IA est en vérité était irrémédiable. C'est en soi un outil, mais nous-mêmes, quand on cherche parfois peut-être à faire un dessin,
Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, par réflexe, on va taper dessin facile et la chose qu'on veut dessiner, on fait pareil. C'est juste là un outil qui le fait à notre place. Et je pense aussi qu'au final, si on réfléchit bien, l'intelligence artificielle est complètement le reflet de nous-mêmes. Elle est bloquée en quelque sorte à son temps. Peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi je l'ai fait l'expérience, je lui ai posé des questions parfois sur des sujets comme la religion. Elle m'a répondu souvent qu'elle était incapable de le faire parce que c'était des sujets qui pouvaient blesser, tout ça. Ce sont des notions assez contemporainement, mais dans nos sociétés, il y a des questions souvent taboues par rapport notamment à la religion. De ce fait, c'est nous-mêmes qui l'avons créée, c'est nous-mêmes qui l'alimentons. Elle ne crée rien de nouveau. Et quand je disais dans mon introduction que nous entrons dans un nouveau monde, le voilà, on se pose des questions qui sont relatives à notre génération. On continuera de se les poser, je le pense, encore quelques temps. Et c'est l'avenir des intelligences artificielles, c'est à nous d'en décider. Je crois que c'était une belle conclusion en effet. Alors on reconnaît une bonne et une belle table ronde du Forum européen de bioéthique lorsqu'on vacille parfois un peu sur nos certitudes à la fin du débat. Je crois que c'est le cas pour ceux qui la présentent et peut-être ceux qui l'écoutent aussi. Donc merci beaucoup pour vos explications, pour vos interventions. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle table ronde sur l'intelligence au XXIe siècle, réflexion, redéfinition et révolution. À tout de suite.